Bonsoir, bienvenue à tous. Sa passion, c'est le végétal et il parcourt le monde depuis 40 ans pour en percer tous les secrets. Maître de conférences, écrivain, photographe, aventurier, autant de casquettes qu'il coiffe avec bonheur quand il n'est pas dans sa pharmacie. Bonsoir, Jacques Florentin. Bonsoir Marilène. Alors j'ajoute que vous êtes président de la Société française d'ethnopharmacologie. Alors pour les profanes que nous sommes, un petit mot de précision tout de suite. Qu'est-ce que c'est l'ethnopharmacologie ? Alors c'est une science qui va s'intéresser aux médecines traditionnelles. Et on trouve deux parties dans ce mot. D'abord l'ethnologie, donc on va s'intéresser aux différentes cultures, à la manière dont les gens pensent, vivent, surtout se soignent. Et puis la partie pharmacologie, c'est le mode d'action des médicaments. Donc dans cette discipline, on s'intéresse non seulement aux plantes de toutes les traditions du monde, mais on veut surtout savoir si elles sont efficaces. Et donc on fait des essais. Voilà. Alors, ça veut dire en clair qu'il y a beaucoup de médicaments chimiques qu'on pourrait aisément remplacer par des médicaments à base de plantes qui seraient tout aussi efficaces ? Toute l'histoire de la pharmacie, c'est les plantes au départ. Oui. La chimie n'est venue qu'à partir du XVIIIe siècle et puis c'est très développé au XXe siècle. Cela dit, restons quand même concrets, il y a des maladies qu'on ne soigne qu'avec des molécules chimiques. Absolument. Tout ce qui est phytothérapie, aromathérapie, reste ce qu'on appelle des médecines complémentaires et pas alternatives. C'est-à-dire on ne remplace pas l'arsenal existant, mais on peut très bien le compléter. Dans des cas, c'est effectivement très intéressant de se traiter par les plantes. Alors, on va découvrir deux de vos collaboratrices de la Société française d'ethnopharmacologie. Concrètement, quel est le rôle de cette association que vous avez créée en 1986 ? Vous l'avez vaguement abordé là, mais tout de même, combien de membres ? Comment est-ce qu'elle agit ? Alors, en fait, l'idée est venue du terrain que j'ai fait au Yémen et je me suis rendu compte que quand on a une formation de pharmacien, il manque toute une partie qui est la connaissance des sciences humaines. Et quand on s'intéresse aux médecines traditionnelles, le côté ethnologie, anthropologie est très important. Et ça, on ne nous l'apprend pas en pharmacie. Parce que l'université est bien séparée en deux. Il y a les sciences de la vie, dites parfois dures, et puis il y a les sciences de l'homme. Et là, je me suis rendu compte de l'intérêt de rassembler ces compétences-là. Et on a donc créé cette association pour faire travailler ensemble des ethnologues, des historiens, des linguistes, et puis des pharmaciens. Et de tous les pays, des pharmacologues, oui. Et puis des chimistes, des cliniciens, donc de les faire travailler ensemble. Combien de membres aujourd'hui ? Alors, on a plus de 500 membres actifs, donc qui sont adhérents à l'association, d'une trentaine de pays environ. Voilà, et c'est ce qui finance en fait le fonctionnement. Voilà, c'est ce qui finance le fonctionnement. Et puis, on édite une revue en langue française. C'est une des seules revues qui subsiste sur les médecines traditionnelles. Et le chantier, on peut le dire, est immense quand on s'intéresse au pouvoir des plantes, parce que j'ai lu quelque part qu'il y avait 250 000 plantes répertoriées dans le monde, et seulement 2500 dont on connaît les pouvoirs thérapeutiques. 2500 ont été bien étudiés. Oui, voilà, c'est ça. Et à peu près 20 000 ou 30 000 sont utilisés par les médecines traditionnelles. Toutes ne sont pas encore recensées, mais vous voyez qu'il y a encore du pain sur la planche pour plusieurs générations. Et on en découvre tous les jours ? Régulièrement. On ne découvre pas des nouvelles plantes, mais des nouveaux usages. Oui, voilà, puisque partout dans le monde, il y a des gens qui s'intéressent aux savoirs traditionnels, qui font des enquêtes. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'ethnopharmacologie, il y a l'adresse du site qui s'affiche sur votre écran et que vous pourrez aller visiter. Alors, j'ai parlé de vos nombreux voyages en début d'émission. Je voudrais qu'on regarde maintenant une photo qui a été prise dans votre bureau. Et il s'agit d'un planisphère, en fait, où vous avez mis des petites punaises dans tous les endroits où vous êtes allés, dans le monde entier, durant les 40 dernières années. Combien de voyages avez-vous effectués ? Vous les avez comptés ou pas ? Non, mais je pense une soixantaine de pays à peu près. Alors, il y a un pays qui vous a particulièrement marqué, c'est le Yémen, je crois. Vous êtes allé en 1975, vous en avez d'ailleurs parlé juste au début de cette émission. En partant, on le voit à bord d'une 404. Voilà, c'était la grande aventure. Ah oui, c'est le Yémen, effectivement. Ça ne serait plus possible aujourd'hui, ce genre de voyage. Mais non, parce que malheureusement, le monde se referme un petit peu autour de l'Europe. Et quand je pense que nous partions en voiture, et là, je reconnais quand même que mes parents ont été courageux de me laisser partir à l'aventure. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, c'était difficile d'avoir des liens. Conflits aussi. Voilà. Donc, comme le petit poussé, on envoyait une carte postale à nos parents tous les 3 jours pour qu'ils puissent avoir la traçabilité de nos passages. Et on a été jusqu'en Afghanistan, presque jusqu'à la frontière chinoise. Pareil pour le Sahara, le Niger, pareil pour l'Arabie, le Yémen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile maintenant de s'aventurer dans beaucoup de pays parce qu'il y a des risques. Il y a toujours des gens qui le font quand même Mais à leurs risques et périls. Non, le sud algérien est quand même dangereux, l'Afghanistan, le Pakistan, c'est dangereux aussi. Oui. Alors le Yémen, c'est un pays où vous avez séjourné 3 ans.
C'est dans les années 70, à peu près 76 à fin 78, c'est ça? Oui, c'est ça. 76, oui, à fin 78. Et on vous voit ici dans un bureau. Vous aviez une activité professionnelle en plus de vos recherches de plantes dans ce pays? Quand j'ai terminé mes études, je cherchais un point de chute pour mon service militaire. D'accord. Je ne voulais pas le faire en France. Et donc, j'étais parti en voiture, une fois en Afghanistan, voir s'il y avait des postes de coopérants. Il n'y en avait pas. J'étais au Sahara, il n'y en avait pas. Et en allant au Yémen, toujours en aller-retour en voiture, il y avait sur place une mission médicale française qui avait 4 services, cardio, pneumo, laboratoire et radiologie. Et là, l'année suivante, j'ai postulé pour le poste de pharmacien chef de laboratoire dans cette mission médicale. J'avais donc trouvé un point de chute pour faire mon service militaire. Et ce qui vous a permis de rester un peu plus longtemps dans ce pays, qui vous a vraiment séduit, hein, je pense. Et puis alors, j'étais parti, en fait, avec l'idée que Jean-Marie Pell m'avait donné déjà le sujet de thèse. Parce que je voulais travailler avec lui, je voulais poursuivre à l'université avec lui. J'avais, en tant qu'étudiant, travaillé dans son laboratoire de recherche. J'étais passionné et j'avais comme objet d'étude la médecine traditionnelle du Yémen. Alors, on va vous voir sur une autre image en train de collecter des plantes, ce qui était aussi toute une partie de votre activité sur place avec votre équipe. En fait, vous avez toujours obtenu facilement le bon contact avec la population, la confiance de ces guérisseurs qui devaient vous transmettre une partie de leur savoir. Comment ça se passait, les relations humaines sur place? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est même un problème quand on va enquêter parce qu'on peut paraître suspect. Il y a des notions de biopiraterie, il y a des notions de leur prendre un savoir pour le vendre à l'industrie, etc. Mais en fait, il est important quand on est quelque part d'avoir un statut sur place. Moi, j'avais un statut, j'étais pharmacien hospitalier et à côté de mon travail, je m'intéressais aux plantes. Et quand je discutais avec les guérisseurs, il y a un échange. C'est-à-dire, j'apprenais beaucoup d'eux, mais ils apprenaient un petit peu aussi de moi parce que sur certaines plantes, je pouvais leur dire des choses qu'ils ne connaissaient éventuellement pas. Et donc, il y avait un échange. C'est un beau partage. Et ça se passe très bien. Tout ça pour soigner les hommes. Voilà, un partage des savoirs. Alors, j'imagine que dans ces recherches, vous avez dû rencontrer parfois, faire des rencontres étonnantes, insolites, avec ce qu'on appelle aussi des chamans. Vous avez rencontré des chamans. Comment on peut définir un chaman? C'est une sorte de sorcier, mais c'est pas tout à fait le chamanisme est surtout présent en Afrique, en Amérique du Sud. Là, ce sont des guérisseurs qui, en fait, vont utiliser des substances psychotropes, donc qui modifient la conscience, pour mettre en relation le monde terrestre avec le monde des esprits. C'est très ancré dans les croyances, dans les mythologies. Par contre, au Yémen, c'est moins présent. Mais par contre, on a des tradipraticiens qui pratiquent à la fois, je dirais, une médecine arabe classique savante, et puis un peu des pratiques magico-religieuses. Et eux ont un rôle tout à fait particulier, parce que dans tous les pays du monde, on croit aux mauvais esprits. Les gens ont peur des mauvais esprits, donc ils se protègent avec des plantes comme l'encens, comme la myrrhe, avec des substances odorantes. Et au Yémen, cette catégorie de guérisseurs existe aussi. Et puis un jour, quand je partais faire des enquêtes, j'étais obligé d'apprendre l'arabe parce que personne ne parlait l'anglais ni le français. Joli défi. Donc il a fallu apprendre l'arabe, mais il n'était pas suffisant pour que je puisse mener des enquêtes. Et quand j'allais voir les guérisseurs, je prenais avec moi des infirmiers, des infirmières. Et puis un jour, on est tombé sur un guérisseur qui pratiquait un peu des rites magiques aussi. Et il m'a dit qu'il pouvait me faire voir ce qu'est un djinn, un mauvais esprit. Alors, évidemment, j'étais intéressé parce que je n'en avais jamais vu. Et là, les infirmières ont été prises de panique parce que c'était dans leurs croyances. Et elles avaient peur que si elles allaient voir pour de vrai un djinn, elles pouvaient être possédées par le djinn après. Et donc, il a fallu quitter la séance, on est parti. Et donc, vous n'avez pas vraiment fait l'expérience? Non, je ne l'ai pas vu. Mais par contre, ce genre de tradipraticien est très important parce qu'ils font ce qu'on peut appeler de l'ethnopsychiatrie. C'est-à-dire qu'ils vont réinsérer les gens dans le tissu du village lorsqu'ils ont été exclus pour des problèmes de querelles, de tabous. Ils ont été donc exclus du village et eux permettent leur réintégration. Donc on est plus dans une approche, je dirais, psychiatrique que dans une approche thérapeutique avec des médicaments. Et vous avez déjà observé quand même ces fameuses transes des chamans. Vous savez, il y a cette fameuse danse où ils sont en relation avec des esprits de l'invisible. Oui, ça j'ai déjà observé, mais je n'ai pas pratiqué, mais j'ai observé de loin. Je n'ai pas travaillé dans ce domaine-là. Et ça, au Yémen, n'existe pas. Il n'y a pas de drogue psychotrope qui modifie la conscience. Par contre, les Yéménites mâchent le khat tous les jours. Donc le khat, c'est une amphétamine naturelle. Ils mâchent les feuilles d'un arbuste, mais cette amphétamine ne modifie pas la conscience. Simplement, c'est un très fort stimulant. Ça empêche de dormir. Ça donne envie de refaire le monde tous les jours. Et d'ailleurs, on le refait tous les soirs, mais comme le lendemain, on remâche de nouveau du khat. Et c'est pas mauvais pour leur santé? Non. Il n'y a pas de problème pour la santé, c'est plutôt un problème financier parce que le khat coûte cher et donc c'est au détriment parfois de la nourriture des familles. Mais il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas de grave danger avec cette
cette plante, qui est considérée en France comme une drogue majeure, comme un stupéfiant, au même titre... Mais qui n'est pas nocive, malgré tout. Pas très nocive, mais elle est interdite en France. Bon, on va rester au Yémen pour découvrir les ravissantes petites maisons que vous nous avez apportées, des maisons en terre. Est-ce que les habitants, à l'heure actuelle, vivent encore dans ce genre de maison? Je pense surtout à celle qui est beaucoup plus sommaire. Alors, la toute petite, là, alors celle-ci, c'est une maison, oui. Voilà, ça c'est l'architecture typique de Sanaa, qui est la capitale du Yémen, et qui est encore construite comme cela actuellement. La ville ancienne est protégée par l'UNESCO, et elle est dans cet état. C'est pour moi, une des plus belles capitales du monde dans le type d'architecture traditionnelle. Et puis, dans les villages, on va retrouver des maisons un petit peu plus sommaires qui sont faites en pisé. Et là, j'avais fait une expo photo à Voipy, et puis les élèves avaient fait quelques modèles en terre à partir des images de ces petites maisons. Et là, on les retrouve aussi dans tous les villages yéménites à l'heure actuelle. Alors, c'était les objets symboles que vous nous avez apportés, bien sûr, mais vous y avez ajouté... Alors moi j'adore les Bouddhas, alors celui-là il est vraiment sublime, mais un Bouddha bien particulier, c'est un Bouddha de la médecine. Alors qu'est-ce qui le différencie des autres Bouddhas qu'on voit traditionnellement dans les magasins un peu partout? C'est justement le Bouddha qui représente la médecine, parce que je ne suis pas un adepte particulier de la médecine véhiculée par le bouddhisme, mais ça montre que dans toutes les traditions du monde, dans toutes les religions du monde, la part de la médecine par les plantes est extrêmement importante. Et on a tendance à l'oublier, et ce Bouddha illustre effectivement que cette médecine existe. Alors, il porte dans la main une petite coupe avec dedans des extraits de plantes. Et puis, de l'autre main, il y a une branche de Terminella schebula. C'est une plante qui a des activités toniques et puis dépuratives aussi. Et il appartient à une tradition culturelle particulière? Voilà, il fait partie du bouddhisme. Hein. Mais on va retrouver... dans différents pays, quoi. Voilà. Mais dans toutes les médecines orientales, on va retrouver dans la médecine ayurvédique l'usage des plantes qui est majeur. Dans la médecine chinoise, c'est la même chose. Mais les bouddhas chinois sont un peu plus corpulents, hein, en général. Ils ne sont pas comme ça. Bien, on va faire à présent une petite pause pour écouter votre premier choix musical. Et pour un aventurier comme vous, qui est toujours partant pour l'aventure, à la découverte du savoir et de contrées lointaines, c'est un choix qui s'imposait. On l'écoute. Voilà, alors tout le monde aura reconnu le fameux thème signé Vangelis du film de Ridley Scott 1492, qui fait référence bien sûr à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Qu'est-ce que cette musique vous inspire? Alors, c'est pas la thématique de la conquête qui m'inspire, bien évidemment, parce que quand on voit le massacre qu'il y a eu des Indiens, c'est pas un exemple. Mais ce qui m'inspire, c'est le rythme de cette musique. J'aime beaucoup le groupe Vangelis dans des morceaux qu'il faisait dans les années 70, et c'est une musique qui donne envie de faire des choses, une musique de découverte, de la rencontre de l'autre. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette musique, pleine d'entrain. D'accord. Je vais vous demander maintenant de puiser une carte parmi celles qui sont ici, tout près de vous. C'est une question aléatoire qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur vous. Vous la retournez, la question est derrière. Le silence, ça vous apaise ou ça vous angoisse? Ah, grande question, parce qu'aujourd'hui, il y a peu de silence dans la société où on vit. Oui, c'est-à-dire que quand on herborise, on est dans un monde de silence. Et de silence relatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit parasite, si ce n'est le bruit de la nature. Et là, c'est apaisant, effectivement. Et donc, ça vous angoisse ou ça vous apaise? Ah non, ça ne m'angoisse pas du tout. Vous appréciez le silence? Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter le silence total. Non, ça ne me dérange pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai un besoin de désert aussi, où non seulement on recherche le silence, mais on recherche aussi le monde minéral. Et j'ai passé une fois 3 mois dans le Sahara, en étant jeune, avec des amis. Et depuis, j'ai besoin, tous les 2-3 ans, de me retrouver dans cet univers de minéralité et de silence. Voilà. Mais ceci dit, j'aime bien la fête, j'aime bien la musique, mais le silence ne m'angoisse pas du tout. Il faut un peu des deux. Voilà. Mais il paraît que cette expérience en plein désert, sous un ciel étoilé, c'est inoubliable, avec le silence total. Et voilà. Et puis c'est exceptionnel parce que quand vous traversez
des grandes étendues comme le Sahara algérien, qui est extraordinaire, parce que tous les 400 km, ça change. Les étapes, c'est 700 km entre deux oasis parfois, 400 à 700 km. Et comme des fois on s'arrête le soir, on ne cherche pas un endroit, puisqu'il y a des endroits, c'est plat sur 300 km. Donc on s'arrête, et puis on dort à la belle étoile, on monte la tente. On met une petite corde autour de soi pour éviter que les serpents viennent vous déranger la nuit. Il y a des petites bestioles qui ne sont pas très sympas. Et puis on protège quand même le campement avec les voitures, parce que si la nuit, il y en a qui font des routes de nuit et qui tracent, il faut quand même et peut-être un feu pendant toute la nuit pour éloigner aussi les... Non. Il n'y a rien à brûler. Alors, on a encore une photo de vous dans ces expéditions. Je crois que là, c'est une série d'expéditions baptisée Antémis. Vous êtes dans quel pays ici? Alors ça, c'était... on a démarré avec la Suède et l'année suivante, on est parti avec des 2 chevaux faire le tour de la Turquie. Et c'est un pays... C'était mon premier contact avec le Moyen-Orient. Et c'est un pays que j'ai beaucoup apprécié. Ça faisait un peu ambiance Woodstock, avec les ça, tentes. Un petit peu. Et puis, surtout, un accueil extraordinaire, des gens sympathiques. Et puis, découvrir un nouveau pays, des nouvelles habitudes. Vous faites encore des voyages régulièrement ou... Oui, mais alors plus en voiture maintenant, parce que là, ça prenait un mois et demi. Mais là, je voyage chaque année à peu près 1 à 2 fois dans une autre région du monde, souvent à l'occasion d'une conférence où je suis invité. Et après, je me prends quelques jours pour aller un petit peu en brousse avec des guérisseurs. Et le dernier voyage, c'était quoi? Alors, le dernier qui m'a marqué, c'était le Vanuatu. Ah, c'est loin, là. Oui, c'était loin. Très, très loin. On avait un colloque en Nouvelle-Calédonie. Et puis, je suis parti 6 jours avec trouver un lodge pour habiter. Je suis parti seul. Et puis, j'avais demandé qu'on me mette en rapport avec un guérisseur. Et je suis parti avec lui à pied dans ces villages, voir les plantes et tester le fameux kava. C'est quoi, le kava? Alors, c'est une plante anxiolytique qui vient de cette région du monde, qu'on a eu comme médicament en France et qui a été retirée de toute l'Europe parce qu'il y a eu 2-3 hépatites mortelles. Et en fait, je suis retourné sur place pour essayer de comprendre pourquoi, tout d'un coup, il y a eu des personnes qui ont eu cette hépatite mortelle. Et je me suis aperçu que la demande était tellement forte pour cette plante-là que le mode de préparation traditionnel avait été écarté. Et vraisemblablement, il y a eu des confusions peut-être avec d'autres plantes, voire des racines mal lavées. Et... Donc, bien, alors d'où l'utilité justement d'étudier ces plantes de très près. Et justement, on va quitter maintenant les grands espaces pour revenir à Metz, au cloître des Récollets, où là aussi on va voir une photo de Jean-Marie Pelt, de vous-même et de... Les personnes qui sont autour, ce sont des chercheurs, c'est ça? Alors c'était les chercheurs qui étaient en thèse dans notre laboratoire. Et donc, quand je suis revenu du Yémen, j'ai pris un poste à l'université. Jean-Marie Pelt avait créé l'Institut européen d'écologie au départ, et ensuite a mis en place une UER d'écologie, qui était la première université d'écologie. Et il n'avait pas de labo de recherche, et donc j'ai créé, développé son laboratoire de recherche que j'ai dirigé pendant 15 ans. C'est là que vous découvrez toutes les... Et c'est surtout là qu'on a testé toutes les plantes. Et beaucoup de plantes que nous utilisons aujourd'hui en phytothérapie, les preuves d'activité ont été réalisées dans le cadre de thèses faites à Metz. Je pense à la mélisse, au pavot de Californie, à la passiflore, au boldo, au romarin, au fenouil, etc. Vous citez toutes ces plantes. Il faut savoir que dans le cloître des Récollets, il y a aussi un grand jardin de plantes médicinales. Il y en a combien dans ce jardin? Alors, il y a les 80 plantes les plus utilisées en France. D'accord. C'est des plantes rares parfois? Non, pas du tout. C'est des plantes officielles qui sont dans la pharmacopée française et européenne, qu'on peut avoir sous forme de médicaments ou sous forme d'infusion, et qui ont un statut officiel. Elles sont reconnues, il y a des contrôles de qualité, et c'est vraiment les plantes les plus utiles, si je puis dire, pour se soigner. On peut le visiter, ce jardin? Ah, il est ouvert au public. D'accord. Et on organise des visites régulièrement. Si on va sur notre site Ethnopharmacologia, eh bien, effectivement, on peut prendre rendez-vous pour des visites commentées. Avant d'écouter à nouveau un peu de musique, je vous propose de tirer au sort une autre carte. Une deuxième question. Question surprise, numéro 2. Alors, question numéro 2. La plante, l'animal, l'arbre dans lequel vous aimeriez être réincarné. Alors, l'un ou l'autre, hein. Oui, l'un ou l'autre. Hein. Ouais. Avez-vous déjà pensé à la réincarnation? Et si oui, sous quelle forme? J'y ai pas encore à penser. Je pense que c'est un peu tôt, mais ça viendra quand même. Mais je pense quand même que l'âme et l'esprit pourraient être éternels, voire se réincarner. Alors dans quoi, en ce qui vous concerne? Moi, je me verrais bien dans une plante, finalement. Oui, vous savez déjà laquelle?
J'aime bien le baobab. Ah bah pourquoi J'aime bien le baobab parce que c'est robuste, c'est un arbre très robuste, oui. très résistant, Oui. que les éléphants aiment bien aussi parce que il se frotte parfois contre son écorce. Ah bah vous auriez des câlins des éléphants voilà, en plus. moelleuse. Et puis alors, ce qui est extraordinaire, j'ai vu ça au mois de l'an dernier en Tanzanie, c'est qu'il est fécondé à la fois par des écureuils et à la fois par des chauves-souris et à la fois par des oiseaux. Vous nous en apprenez des choses. Ah oui, et donc c'est des très grosses fleurs, des très grosses fleurs qui sont fécondées par ces animaux-là, et c'est assez curieux. C'est un très bel arbre, très bel arbre. Eh bien écoutez, on s'envole vers d'autres latitudes maintenant, là aussi, avec votre second choix musical, c'est vers les Caraïbes. Là aussi, il doit y avoir plein d'espèces végétales à étudier, mais en tous les cas, là, on va se contenter d'une chanson. Dépaysement garanti, Vamos a Cuba. Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar. Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar. Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle, píntame sus ojitos para que me pueda mirar, píntame la enterita y que no se pueda borrar. Ah, ça déménage, hein. Ah oui, ça Vous êtes fan de musique latino? J'aime bien la musique latino, oui. Oui, et là, vous l'avez découvert à Cuba. À Cuba, oui, effectivement. Voilà. C'est pas typiquement cubain, je pense que c'est du merengue afro-américain. C'est moderne, hein, ça fait presque penser à de la house. Oui, c'est moderne, mais alors, par contre, ça c'est une version qui est un petit peu rapide, mais j'ai des versions chez moi qui sont beaucoup plus soft, moins rythmées, un peu plus traditionnelles. D'accord. En tout cas, pintame, ça veut dire peins-moi. Ah, j'ai vérifié, hein. Alors, on va parler maintenant de votre choix littéraire. Je demande toujours à mes invités de choisir un livre qui les a marqués dans leur existence. Et vous avez choisi un ouvrage d'Alexandre Adler qui s'intitule « J'ai vu finir le monde ancien ». C'est cela? Oui, c'est ça. Pourquoi ce choix? Parce que quand on a terminé les années 80, qu'on arrive en 90 et qu'on a vu le monde communiste s'effondrer, on a pu imaginer à un moment donné qu'on allait entrer dans une ère un petit peu de paix, puisque les deux blocs qui se faisaient face à face, l'un des deux s'effondrait. Et puis, cet ouvrage retrace un peu la géopolitique du monde et on se rend compte aujourd'hui que les conflits passés ne nous ouvrent pas du tout une ère de prospérité et de calme, mais on voit partout ressurgir des agressivités et des conflits latents. Et je trouve que cette approche géopolitique est quand même très importante parce qu'elle nous éclaire un peu sur l'avenir. Voilà, donc un livre intéressant à découvrir, c'est votre conseil. Quelques photos encore assez rapidement, l'occasion de souligner que la pharmacie, chez vous, c'est une affaire de famille à travers les générations. Alors, vous avez repris il y a un peu plus de 20 ans la pharmacie que vos parents tenaient à Voipy, vos parents que l'on découvre ici, alors que vous êtes tout jeune adolescent là, sur la photo. Et puis, vos propres enfants, Charles et Victoria, qu'on va découvrir là aussi sur une photo, mais ils ont quelques années de plus aujourd'hui, ont entamé eux-mêmes des études de pharmacie. Alors, c'est un virus qui se transmet facilement, apparemment? Oui, écoutez, c'est curieux, mais disons que le métier peut apporter une très grande ouverture dans différents domaines, puisque à partir de cette formation de pharmacien, on peut être dans la pharmacie, on peut être dans l'écologie, on peut être dans l'environnement, on peut être vraiment dans l'alimentaire. Mais ça doit vous faire plaisir choses, que vos enfants se lancent également sur vos traces. Et puis on peut parler aussi de véritable famille professionnelle quand on parle de votre équipe, celle qui vous entoure dans votre pharmacie de Voipy, parce que, on va les voir là aussi sur une photo, ce sont tous des passionnés, hein, et j'ai l'impression que chacun est vraiment un spécialiste dans son domaine. C'est important cet investissement personnel pour vous Oui, c'est important parce qu'en fait, il faut faire confiance et puis les uns développent des thématiques particulières. Certains vont s'intéresser plus à l'orthopédie, d'autres plus à la phyto, d'autres plus à la dermocosméto. Tout le monde connaît le métier de base, mais chacun va se spécialiser un petit peu dans un domaine. Et ce qui fait qu'on s'enrichit mutuellement avec ces différentes connaissances. Et puis, il faut laisser aussi des responsabilités, c'est très important. Voilà, en tout cas, je précise qu'il y a un rayon herboristerie qui est vraiment impressionnant pour ceux qui veulent des tisanes ou des gélules à base de plantes. Voilà, c'est important de le souligner. Alors, on va terminer cette émission, déjà maintenant, Jacques Florentin, avec la citation que vous allez écrire dans notre livre d'or. Vous pouvez nous la citer? Oui. Alors, c'est une citation. Voilà, je vous tends le livre d'or. C'est une citation de Khalil Gibran, qui est un poète libanais, et qui disait le désir est la moitié de la vie et l'indifférence la moitié de la mort. Et je trouve ça assez beau parce que le désir, c'est aussi la découverte des autres, c'est aussi l'envie de faire des choses.
Et c'est vrai que c'est ce qui anime, c'est le moteur de la vie. Voilà, le moteur de toutes les vies passionnées. Oui. Quand on est dans l'indifférence vis-à-vis du monde qui nous entoure, soit des gens proches, soit de ce qui se passe dans d'autres pays, là je crois qu'on a déjà un pied en dehors du système. Eh bien, je vous propose de l'écrire dans ce livre d'or pour y laisser une trace de votre passage. Merci beaucoup pour ce grand bol d'oxygène et de chlorophylle. En tout cas, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le pouvoir des plantes, je rappelle qu'il y a des ouvrages que vous avez écrits qui sont fort intéressants avec de magnifiques photos de Jean-Claude Hayon. D'une part, Des plantes toxiques qui soignent, c'est celui qu'on a vu à l'instant, et puis également Traditions thérapeutiques et médecine de demain. Beaucoup de savoir à partager, avec des préfaces de Jean-Marie Pelt, qu'on salue au passage, qui était là avant vous dans une précédente émission. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Mirabel TV avec un autre invité. Merci pour votre accueil. Merci à vous.